4 ans après un détour par la passion brésilienne, la Coupe du Monde revient en Europe pour s'installer en Suisse, mais elle ne perd pas pour autant son sens de la fête. L'édition de 1954 disputée au pied des Alpes ne laisse décidément pas neutre. À commencer par les sélections elles-mêmes, plus nombreuses que jamais à participer aux éliminatoires. La compétition continue d'ailleurs son ouverture progressive sur le monde avec les participations aux qualifications de l'Égypte, du Japon ou encore de la Corée du Sud. D'ailleurs, cette dernière sera la première à représenter l'Asie depuis les Indes néerlandaises en 1938. En tout, 16 formations se rendent en Suisse, dont des têtes bien connues depuis le premier tournoi il y a 24 ans. Entre autres l'Uruguay, l'Italie, la France ou encore le Brésil. D'ailleurs, ces deux derniers sont en lice le 16 juin pour donner le coup d'envoi de la compétition. Pendant que les Bleus s'inclinent à Lausanne sur la plus petite démarche contre la Yougoslavie, la Seleção donne la leçon au Mexique du côté de Genève. Un succès 5-0 qui annonce la couleur du tournoi. Au total, 146 buts en 26 rencontres sont inscrits pour une moyenne de 5,38 buts par match. Un bilan auquel la Hongrie, parmi les plus belles sélections de l'histoire, contribue largement. Invaincu depuis 4 ans, le 11 d'or hongrois est le grandissime favori à la victoire finale et le prouve dès le premier match avec un 9-0 infligé à la Corée du Sud. Dans la foulée, l'Allemagne de l'Ouest est humiliée 8-3. Exclue il y a 4 ans, la RFA doit alors passer par un match d'appui largement remporté contre la Turquie pour se qualifier au tour suivant. Dans les autres poules, l'Autriche, l'Uruguay, l'Angleterre, la Suisse, la Yougoslavie et le Brésil prolongent également l'aventure, au contraire de la France et de l'Italie. Le stade des quarts de finale réserve encore du spectacle avec un succès 7-5 de l'Autriche sur la Suisse, des qualifications prolifiques de l'Uruguay et de la Hongrie, puis celles de la RFA. Cette même RFA qui ne fait qu'une bouchée de l'Autriche en demi-finale pour retrouver son bourreau du premier tour en finale, la Hongrie. Tombeuse de l'Uruguay en prolongation, la Hongrie va remporter le titre suprême, c'est certain. Surtout qu'après 8 minutes de jeu, la troupe de Ferenc Puskás mène déjà 2-0, avant que la rencontre ne bascule dans l'irréel. En 8 minutes, la Nationalmannschaft fait son retard et revient dans la partie. Assiégée en deuxième période, elle plie mais ne rompt pas. Et c'est même le contraire qui se produit dans les derniers instants. Sur un terrain rendu lourd par la pluie et pas franchement avantageux pour le jeu léché des Magyars, l'Allemagne de l'Ouest crée la sensation. Déjà auteur de l'égalisation, Helmut Rahn inscrit le but du sacre à la 84e minute de jeu. C'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui en Allemagne Das Wunder von Bern, plus connu sous le nom de Miracle de Berne. Et les Bleus dans tout ça. Pour les Bleus, toujours pas de miracle. Éliminée dès le premier tour en 1930, 1934 et 1950, ainsi qu'en quart de finale en 1938, l'équipe de France passe encore à côté de son tournoi. Pourtant désignée tête de série, la sélection tricolore s'incline d'emblée contre la Yougoslavie à Lausanne. Et son succès du deuxième et dernier match contre le Mexique sur le score de 3-2 ne suffit pas à prendre part au quart de finale. L'aventure s'arrête déjà là pour Raymond Kopa, Jean-Vincent et compagnie, pour mieux surprendre leur monde dans 4 ans. Mais le sacre de 1954 marque un véritable tournant dans le sport allemand, voire même dans l'histoire tout court. Car en Suisse, l'Allemagne de l'Ouest débarque avec le statut de nanti. À la suite de la Deuxième Guerre mondiale, la République fédérale d'Allemagne est exclue de l'édition 1950 au Brésil et sa reconnaissance internationale est sérieusement entachée. Les partenaires de Fritz Walter le savent bien et portent cette responsabilité sur les épaules jusqu'au fameux miracle de Berne du 4 juillet. Une référence pour les générations futures et le coup d'envoi d'une nouvelle ère pour l'Allemagne, parfaitement résumé par la légende vivante Franz Beckenbauer. Je cite, « Pour tous ceux qui ont connu les temps difficiles qui ont suivi la guerre, Berne représente une formidable inspiration. D'un seul coup, l'Allemagne était de retour, tout le pays a retrouvé son amour-propre. » L'édition de 1954 abrite à la fois le retentissant miracle de Berne, mais également la moins connue bataille de Berne. Celle-ci oppose la Hongrie au Brésil lors du quart de finale du 27 juin 1954, soit le grandissime favori face au vice-champion du monde. Une opposition qui tient ses promesses au tableau d'affichage, le 11 d'or hongrois l'emportant 4-2. Sur le rectangle vert, la donne est tout autre. Les Brésiliens font preuve d'une extrême agressivité auprès des artistes hongrois, 3 exclusions sont ordonnées par l'arbitre de la rencontre et une bagarre éclate en fin de match. Joueurs, entraîneurs, staff, dirigeants, photographes, la confusion est totale et se prolonge jusque dans le vestiaire et même à la sortie du stade. C'est la bataille de Berne remportée au point
par la Hongrie. C'est en marge de la Coupe du Monde 1954, lors du congrès organisé en Suisse, que la FIFA décide d'attribuer la Coupe du Monde 58 à la Suède. La nation scandinave nourrit de grands espoirs portés par son duo d'attaquants du Milan AC, Nils Niedom et Gunnar Gren. Cette Coupe du Monde, marquée par la première participation de l'Union soviétique du mythique gardien Lev Yachine, est également la première et la seule fois que les 4 nations du Royaume-Uni, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, sont présentes. La Coupe du Monde 1958 connaît également une exposition planétaire avec une retransmission télévisée partout dans le monde quand les écrans commencent à se démocratiser. 16 équipes sont placées dans 4 groupes de 4, sans tête de série, mais avec des zones géographiques. Le premier tour, qui voit l'Allemagne de l'Ouest tenante du titre, la France, la Suède et le Brésil terminer premiers de leur poule, est aussi le théâtre de la plus lourde défaite de l'histoire de l'Argentine en Coupe du Monde. Une défaite 6-1 face à la Tchécoslovaquie. Un premier tour également marqué par 2 matchs d'appui pour départager des équipes à égalité au classement. Le Pays de Galles et l'Union soviétique éliminent ainsi la Hongrie et l'Angleterre. L'Allemagne de l'Ouest, la Suède, la France et le Brésil franchissent sans encombre l'obstacle des quarts de finale, marqué par le premier but d'un prometteur joueur brésilien, Pelé, âgé de 17 ans et 225 jours. Les 2 chocs des demi-finales opposent l'Allemagne à la Suède et le Brésil à la France. À domicile, la Suède s'offre le champion du monde allemand 3-1, alors que le Brésil est porté par un Pelé qui continue d'écrire sa légende avec un triplé lors de la large victoire face à l'équipe de France sur le score de 5-2. Tandis que la France ne loupe pas l'occasion de terminer 3e de la compétition contre l'Allemagne avec un quadruplé de Juste Fontaine, meilleur buteur de la compétition avec 13 buts, un record encore valable aujourd'hui, le Brésil ne manque pas l'occasion de se venger de la terrible désillusion de la Coupe du Monde 1950 à domicile. Sous l'impulsion du feu follet Garrincha, auteur de 2 passes décisives, du métronome Didi sacré meilleur joueur de la Coupe du Monde, mais surtout des doublés de Vava et de la nouvelle star Pelé, la Suède ne fait pas le poids en s'inclinant 5-2. Le Brésil s'offre ainsi sa première Coupe du Monde et devient la première nation à gagner en dehors de son continent. Encore aujourd'hui, il s'agit de l'unique Coupe du Monde remportée par un pays non européen en Europe. Une performance logique, tant le Brésil a survolé cette compétition en étant la sélection la mieux préparée et la plus professionnelle du tournoi. Contrairement à sa réputation d'équipe à la préparation nonchalante, le Brésil est la première nation à s'entourer de masseurs ou de cuisiniers pour préparer au mieux la compétition. Une compétition également marquée par le parcours remarquable de l'équipe de France. 20 ans après la déception d'une Coupe du Monde à domicile achevée en quart de finale, l'équipe de France écrit enfin la vraie première page de son histoire de la compétition. Dans une période compliquée dans l'Hexagone en raison de la guerre d'Algérie, le parcours des Bleus est une vraie bouffée d'oxygène. La demi-finale face au Brésil a même été suivie par 8 millions de Français, alors qu'1 million seulement était équipé de téléviseurs. Dirigé par le mythique sélectionneur Albert Batteux, qui a fait des miracles au stade de Reims, et Raymond Kopa, alors joueur du Real Madrid, l'équipe de France ultra-offensif régale. Premier de leur poule où un certain Juste Fontaine a déjà marqué 6 fois, les Bleus franchissent sans problème l'obstacle de l'Irlande du Nord en quart de finale avec une victoire 4-0 et un nouveau doublé de Fontaine. L'équipe de France va néanmoins déchanter en demi-finale face au Brésil, une équipe de France malchanceuse, handicapée par le forfait de son capitaine Albert Jonquet, blessé au péroné dès la demi-heure de jeu et contraint de finir la rencontre. Les remplacements à l'époque n'étaient pas autorisés. Les Bleus mettront un point d'honneur à conclure la compétition par une victoire lors du match de la 3e place face à l'Allemagne de l'Ouest, 6-3. Avec un quadruplé, Juste Fontaine et ses 13 buts en une seule Coupe du Monde marqueront à jamais l'histoire de la compétition. Une compétition marquée par une grande première en 28 ans. Il aura en effet fallu attendre 110 matchs de Coupe du Monde pour voir une rencontre se terminer sur le score de 0-0. Un partage des points sans but historique qui opposait pourtant 2 poids lourds de la compétition. Le Brésil, futur vainqueur, et l'Angleterre ont laissé sur leur faim les 41 000 spectateurs présents ce jour de juin dans le stade Ullevi de Göteborg.
Cette Coupe du Monde 1958 est également marquée par le parcours rocambolesque du Pays de Galles. Quart de finaliste surprise, les Gallois étaient pourtant éliminés à l'issue des éliminatoires avant d'être repêchés par un barrage face à l'Israël. La FIFA a en effet refusé qu'Israël, qui participait aux éliminatoires de la zone Asie et Afrique, se qualifie pour la compétition sans jouer le moindre match suite au forfait de tous ses adversaires. Israéliens et Gallois ont donc joué un barrage coup-près aller-retour remporté par la nation britannique. Au-delà de l'apogée brésilienne, l'édition chilienne de 1962 affirme la stratégie défensive, rugueuse, voire violente du football de sélection. Deux événements confirment la tendance en début de tournoi. Tout d'abord, la blessure du Brésilien Pelé lors du premier match de poule, nouvelle star du football mondial, est contraint à abandonner ses partenaires pour la suite de la compétition. La bataille de Santiago, ensuite, entre le pays hôte et l'Italie, toujours en phase de poule. Une rencontre d'une extrême et rare violence, conclue par deux exclusions italiennes, un nez cassé et l'aide de la police pour accompagner les deux formations au vestiaire. Dans ce contexte malsain, certaines individualités ou performances remettent heureusement le ballon rond au centre du jeu. Ce n'est pas le cas de la France et de la Suède, sensations du mondial 1958 qui ne sont pas parvenues à se qualifier, ni de l'Italie, double championne du monde, sortie dès le premier tour. L'URSS de Lev Yachine, première championne d'Europe 2 ans plus tôt, est également une déception. En revanche, la Tchécoslovaquie tire son épingle du jeu. Guidés par le futur ballon d'or Josef Masopust, les Tchécoslovaques tracent leur route. De son côté, le Chili fait également sensation. Hormis l'immonde prestation contre l'Italie, le pays organisateur est à la hauteur d'un événement très attendu par le peuple. D'autant plus que 2 ans plus tôt, le pays a été frappé par un séisme d'une magnitude sans précédent et dont le nombre de victimes s'élève à 6000 personnes. Alors pour redonner du baume au cœur à la nation, la Rora répond présente et se hisse jusqu'en demi-finale, seulement barrée par le champion du monde en titre brésilien. Cette même Seleção, privée de Pelé depuis le début du tournoi et qui ne convainc guère son monde. Pas la plus flamboyante des équipes brésiliennes, elle rallie toutefois la finale pour la 3e fois, portée par un Garrincha au sommet de son art. Pelé blessé, le virevoltant ailier prend les responsabilités à son compte et donne le tournis à ses adversaires. Diminué pour la finale, Garrincha laisse Amarildo et surtout Zito et Vava en deuxième période faire le boulot contre la Tchécoslovaquie pour offrir un 2e titre consécutif aux Auriverde et ainsi égaler la performance de l'Uruguay et de l'Italie, elle aussi double championne du monde. Et s'il ne marque pas en finale, Garrincha reste toutefois le grand bonhomme de cette édition 1962. Que ce soit par ses dribbles, son influence et ses buts, l'ailier porte la Seleção jusqu'au sacre. Pourtant, l'homme au genou tordu et à la jambe 6 cm plus courte que l'autre aurait pu ne pas jouer la finale. Non pas qu'il soit quelque peu souffrant et donc diminué au moment du coup d'envoi. Initialement suspendu pour le grand rendez-vous, la star brésilienne ne doit en fait son salut qu'au président du Chili lui-même, Jorge Alessandri. Lui aussi tombé sous le charme, le dirigeant chilien lance une pétition et joue de son influence pour assurer la présence du Brésilien contre la Tchécoslovaquie. Et ce, malgré les 2 buts inscrits par le phénomène contre les Chili en demi-finale. Là, il y a le beau geste. Garrincha est définitivement au cœur de cette édition. Habitué à semer la zizanie balle au pied, le Brésilien trouve un adversaire à sa taille lors du quart de finale contre l'Angleterre. Il ne s'agit pas d'un Anglais ni même d'un coéquipier, mais bien d'un chien qui s'invite à la fête. L'invité surprise esquive tour à tour les joueurs qui essaient de l'attraper jusqu'à ce que le Britannique Jimmy Greaves n'y parvienne. Le célèbre attaquant rassure et câline l'animal avant que ce dernier ne fasse ses besoins sur lui. Et à l'époque, les maillots de rechange n'existent pas encore. Après avoir contraint l'Anglais à finir la rencontre doté d'un maillot à l'odeur pestilentielle, le chien devenu le plus célèbre de la planète quitte le Chili, direction le Brésil, ramené dans les valises du magazine Au Cruzeiro. Au pays du football, l'animal est tiré au sort parmi les champions du monde, et évidemment, c'est Garrincha qui l'emporte et lui décerne le nom de Bi. Et les Bleus dans tout ça. Épatant en Suède, les tricolores ne parviennent pas à surfer sur l'épopée de 1958. Après avoir pris part sans gloire au premier championnat d'Europe de l'histoire en 1960, l'équipe de France est confrontée à la Finlande et à la Bulgarie durant les éliminatoires. Les Français terminent en tête du groupe, à égalité de points avec les Bulgares. Il faut alors un match d'appui pour départager les 2 sélections et désigner laquelle des 2 disputera le mondial au Chili. Une rencontre disputée à Milan et qui tourne en faveur des Balkaniques, vainqueurs sur la plus petite des marches. Après 1950, les Bleus passent à côté de leur 2e Coupe du Monde. Dès 1960,
Un vote à Rome permet d'attribuer la Coupe du Monde 1966 à l'Angleterre après une lutte serrée avec l'Allemagne de l'Ouest, déjà un présage pour la compétition à venir. La Coupe du Monde 66 marque les prémices du merchandising. Une mascotte fait son apparition et tous les produits dérivés qui l'accompagnent. Mais un grave problème précède le début du tournoi. Le trophée Jules Rimet disparaissant quelques mois avant l'ouverture de la compétition suite à une exposition à Westminster. Scotland Yard se charge de l'enquête avant qu'un chien nommé Pickles ne retrouve finalement le trophée à la surprise générale lors d'une balade nocturne proche de Londres. Le chien et son maître sont d'ailleurs célébrés comme des héros. La Coupe du Monde peut donc se dérouler normalement. Le tirage au sort répartit 16 équipes en 4 groupes. Le Brésil, l'Allemagne de l'Ouest et l'Angleterre héritent d'un statut de tête de série et sont répartis dans des groupes différents au préalable. Mais la polémique entoure déjà l'Angleterre entre un groupe considéré comme facile, des matchs uniquement organisés à Wembley jusqu'à la finale et des temps de repos très favorables entre les matchs. La phase de poule, qui voit l'Angleterre, l'Allemagne de l'Ouest et l'Union soviétique tenir leur rang, est marquée par quelques moments forts. L'élimination décevante de l'équipe de France, la révélation du Portugal d'un certain Eusebio ou encore la qualification surprise de la Corée du Nord aux dépens de l'Italie. Une équipe coréenne pourtant arrivée de l'autre côté de la Manche dans un climat tendu. L'Angleterre ne reconnaissant pas la légitimité de son régime depuis la guerre de Corée, obligeant même la nation asiatique à arborer une bannière neutre. Mais cette phase de poule est surtout marquée par la déconfiture du Brésil. Double tenant du titre, les Brésiliens sortent par la petite porte au terme de rencontres où Pelé, déjà légende du ballon rond, est honteusement ciblé par les adversaires au point d'être diminué physiquement. Avec comme point d'orgue, une dernière défaite 3-1 face au Portugal et un traitement de choc des joueurs adverses. En quart de finale, l'Allemagne de l'Ouest et l'Union soviétique assurent face à l'Uruguay et la Hongrie, alors que le match entre le Portugal et la Corée donne lieu à un scénario totalement fou. Les Coréens mènent d'abord 3-0 au bout de 25 minutes de jeu avant que le Portugal ne renverse totalement la vapeur. Eusebio s'offre un quadruplé lors du succès final 5-3 des Lusitaniens. De son côté, l'Angleterre livre un combat terrible face à l'Argentine. Une rencontre qui se déroule dans un climat détestable, avec l'expulsion du capitaine argentin Antonio Ratin qui refuse de sortir, entraînant l'interruption de la rencontre et une grande confusion. Alors que l'Angleterre s'impose 1-0, au terme d'une rencontre où le sélectionneur anglais a même refusé que ses joueurs échangent leur maillot à la fin du match, qualifiant les joueurs argentins d'animaux, les tensions se prolongent dans les tunnels de Wembley. Un match si tendu qu'il a d'ailleurs inspiré à la FIFA la création des cartons jaunes et des cartons rouges. Après des demi-finales où l'Allemagne de l'Ouest du jeune Franz Beckenbauer élimine l'Union soviétique et où l'Angleterre réalise enfin un match plein pour se débarrasser du Portugal qui terminera tout de même 3e de la Coupe du Monde sous l'impulsion de son prodige Eusebio, Anglais et Allemands se retrouvent à Wembley pour la finale de la Coupe du Monde sous les yeux du célèbre boxeur Mohamed Ali. L'Angleterre a d'abord cru remporter la finale dans le temps réglementaire avant l'égalisation dans les derniers instants de Weber. Mais la consécration est finalement venue en prolongation grâce à Geoffrey Hurst, auteur du seul triplé de l'histoire dans une finale de Coupe du Monde et qui a frappé 2 fois en prolongation, dont le fameux but de la controverse, suite à une frappe tapant la barre transversale avant de rebondir sur sa ligne, l'arbitre décidant de valider le but. Une consécration historique pour l'Angleterre et son meneur de jeu, Bobby Charlton, le meneur de jeu qui a survécu au terrible crash de 58 à Munich. Un accident d'avion qui a fait plusieurs morts dans l'effectif de Manchester United. Elisabeth II peut donc remettre le trophée, matérialisant le retour de la nation anglaise sur le toit du monde. De son côté, une nouvelle fois, l'équipe de France a connu un parcours bien décevant. À l'issue d'un parcours quasiment parfait en éliminatoire avec 5 victoires en 6 matchs, l'équipe de France se qualifie pour la Coupe du Monde et arrive en pleine confiance. Pourtant, les Bleus, emmenés par le sélectionneur Henri Guérin et quelques personnalités telles que Jean Djorkaeff ou Robert Herbin vont rapidement déchanter. Après un match nul inaugural face au Mexique, les Bleus s'inclinent ensuite face à l'Uruguay puis l'Angleterre, ravis de jouer un vilain tour à son meilleur ennemi. Une rencontre marquée par 2 blessures côté français qui termineront donc la rencontre à 9. Mais cette Coupe du Monde 1966 est évidemment marquée par un but qui restera à jamais dans l'histoire.
À la 101e minute de la finale de la Coupe du Monde, la frappe de Geoffrey Hurst frappe la barre transversale, rebondit sur la ligne avant que le ballon ne soit dégagé par un défenseur adverse. Aidé par son juge de touche soviétique, l'arbitre suisse Gottfried Dienst, après un moment d'hésitation, décide de valider le but, provoquant l'indignation des Allemands. Plus de 50 ans plus tard, impossible de savoir avec certitude si le ballon avait franchi ou non la ligne. Cette Coupe du Monde 66 est également marquée par l'absence de pays africains. Et pour cause, la FIFA a décidé de placer tous les pays d'Afrique, d'Asie et d'Océanie dans les mêmes éliminatoires avec un seul billet qualificatif pour la Coupe du Monde. De quoi scandaliser les pays africains qui estiment mériter des qualifications dédiées à leur continent. Tous les pays africains se retirent donc des éliminatoires en guise de protestation, facilitant notamment la qualification de la Corée du Nord qui créera la surprise dans ce mondial anglais. Après ce focus sur 1966, on se retrouve très vite pour évoquer la Coupe du Monde 1970. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à suivre 11 Mondial sur notre site internet et nos réseaux sociaux durant toute la Coupe du Monde au Qatar.